Transversale sur la première. On en parle un peu moins, mais l'Égypte, comme d'autres pays d'Afrique, est de plus en plus une terre de passage pour ceux qui espèrent rejoindre l'Europe. Ils viennent donc de Syrie, ils viennent aussi du Soudan ou de la Corne de l'Afrique. Et là comme ailleurs, ces réfugiés représentent un business considérable pour les passeurs, pour les intermédiaires de mieux en mieux organisés. Aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a plus que les Syriens ou les Soudanais qui tentent de partir. Une partie de la jeunesse égyptienne elle-même s'engouffre elle aussi dans la brèche qui se met à rêver d'Europe occidentale. Mais on le sait, la Méditerranée est souvent un cimetière. Dans le reportage qui suit, vous allez entendre des demandeurs d'asile, des parents qui pleurent leurs enfants disparus en mer. Vous allez aussi entendre un passeur qui se fait énormément d'argent. L'Égypte, terre de migrants, c'est un reportage de François Youm-Ferkatadji et Géna Lebras. Un appartement bas de plafond, un ventilo bruyant qui remue l'air chaud, de larges canapés en velours fleuri en rang d'oignons, 5 enfants de 3 à 13 ans. Il y a 3 garçons, 2 filles, personne ne moufte, les traits sont fatigués, les paupières lourdes. Les enfants ont veillé tard pour nous rencontrer. Nasr et sa famille viennent de la ville de Al-Qaryatan en Syrie. Depuis le début du conflit, la bourgade a été successivement contrôlée par l'armée syrienne et les djihadistes. Le mari Nasr était lui un opposant au régime de Bachar al-Assad. Mon mari a été arrêté avec 6 de ses frères. Les 7 ont disparu. On les a cherchés pendant 4 longues années et après 4 ans, des soldats sont venus me rendre ces papiers en me disant qu'il était mort, qu'il l'avait tué. Alors, quand j'ai perdu tout espoir, j'ai décidé de partir. J'ai réussi avec l'aide d'amis à réserver un billet d'avion pour Khartoum de l'aéroport de Damas. J'étais toute seule avec 5 enfants. La plus âgée, c'est ma fille. Elle a 17 ans. Le plus grand garçon en a 12. Ça a été très dur, je ne connaissais personne. Je ne savais pas comment m'enfuir. Mais il y a beaucoup de Syriens qui passent par la frontière soudanaise en Égypte. À Khartoum, Nasr rencontre des Syriens qui lui donnent le contact d'un passeur. Il les emmène à Port-Soudan en voiture, puis les fait passer dans un second véhicule par Chalatine, de l'autre côté de la frontière, en Égypte. Une troisième voiture les conduit ensuite à Assouan, en Haute-Égypte. On a pris un train d'Assouan jusqu'au Caire. On avait peur de continuer en bus. On aurait pu être arrêté. C'est plus facile avec le train jusqu'au Caire. Vous êtes arrivé quand? Samedi dernier. Combien as-tu payé le voyage? $900. $900, un tarif de groupe pour cette mère et ses 5 enfants, bien moins que les $2000 requis par personne en temps normal. Mais dans sa fuite, Nasr a dû laisser l'un de ses enfants derrière elle. Mon plus grand n'a pas pu partir de Syrie. Il a 16 ans. On dirait déjà à un jeune homme. C'était trop dangereux pour lui de venir avec nous. Ton plus grand fils, il s'appelle comment? Obaïda. Et toi, pourquoi tu n'as pas fait passer Obaïda par la frontière terrestre libanaise? Mais on ne peut pas. Le Hezbollah l'aurait tué à la frontière. Et la frontière turque? Les sanglots de la maman prennent le dessus sur les mots, la situation, les souvenirs sont trop douloureux. À Alexandrie, ville qui concentre la majeure partie des 140 000 réfugiés syriens dans le pays, elle a retrouvé sa sœur, arrivée 3 ans auparavant, et une large communauté de compatriotes qui ont eux aussi fui la guerre. Dans ce lotissement en banlieue d'Alexandrie, Fares fait figure d'ancien. Il est arrivé en Égypte avec sa famille en 2013. Homme d'affaires bien connu dans la banlieue de Damas, il raconte qu'au début de la guerre, son aide aux premières populations de déplacés lui a valu les foudres du régime. J'ai eu une expérience horrible, j'ai reçu 5 balles, j'ai encore des balles dans le visage. C'est parce que j'ai commencé à héberger des déplacés syriens au début de la guerre. À l'époque, il n'y avait pas encore le Hezbollah ou des troupes iraniennes, mais ce qu'on appelle les troupes de l'ordre m'ont pris pour cible à cause de mon hospitalité pour ces gens venus de Syrie. Après 3 mois en réanimation, Fares sort de l'hôpital et décide de fuir. Après un court passage par le Liban,
Il arrive avec sa première femme et 3 de ses enfants en Égypte. Début 2013, le business des migrants connaît son premier boom avec l'arrivée de cette population exilée, prête à tout pour rejoindre l'Europe. En Égypte, les premiers réseaux de passeurs se mettent en place. C'était très simple de trouver un intermédiaire pour faire la traversée dans la communauté syrienne. Vous trouviez partout des gens qui disaient que c'était simple. Et puis il y avait énormément de Syriens qui partaient. Certains intermédiaires sont syriens. Ils savent comment on vit, donc ils nous vendaient des voyages. Comme pour beaucoup, la famille de Fares répond aux sirènes de la mer. Son fils est le premier à prendre un bateau vers l'Europe. Quelques mois plus tard, sa femme et 2 de ses filles décident elles aussi de tenter la traversée. Au début, je n'étais pas d'accord, même quand mon fils est parti le premier. Mais quand il a pris sa décision, je ne pouvais pas aller à l'encontre de sa volonté d'avoir un meilleur futur. Avec ma femme, on a tellement souffert ici. L'Égypte est grande, les gens sont gentils, mais nous sommes prisonniers. On ne peut pas voir notre famille. En Syrie, j'ai une deuxième femme et 3 filles. Je n'ai jamais réussi à les faire venir. Donc, quand ma première femme a décidé de prendre la mer, il y avait de multiples raisons qui m'ont forcé à accepter. Notre morale était au plus bas à l'époque. Je savais qu'elles allaient monter dans un bateau. Je ne savais pas avec qui, vers où. Et puis, quand j'ai réalisé ce que j'avais accepté, je m'en suis voulu. Mais je me suis dit qu'il valait mieux qu'elles meurent libres en mer plutôt que sous le régime de Bachar ou de faim en Égypte. Fares et sa famille espéraient pouvoir bénéficier du regroupement familial en faisant partir la mère avec des enfants mineurs. L'Europe a mis en place en effet une politique plus souple pour les enfants et les jeunes adultes de moins de 18 ans. Une politique qui a ses effets pervers aussi, car elle pousse de plus en plus d'exilés et de plus en plus de mineurs non accompagnés à tenter le voyage. L'OIM en recense au moins 2600 cette année. Depuis 2014, avec l'écroulement de la Libye voisine, point privilégié des départs, l'Égypte est devenue une nouvelle porte arrière. Ils ne sont plus seulement syriens, ils viennent aussi d'Érythrée, du Soudan, d'Éthiopie. Pour comprendre la place importante que l'Égypte a prise ces 2 dernières années dans la crise des migrants, nous avons décidé de nous rendre à Rosette. La ville portuaire se trouve à l'une des multiples embouchures du Nil et s'est construite le long du fleuve. Début septembre, cette ville a fait la une des médias internationaux avec le naufrage d'un bateau de migrants, près de 500 personnes à bord, seulement 162 rescapés. Nous avons pu entrer en contact avec l'un des membres du large réseau de passeurs qui officie dans cette zone. Omar est pêcheur en haute mer depuis 20 ans. Il y a quelques années, j'ai été approché par les réseaux de trafiquants et depuis, je travaille dans le business des migrants. Je sais beaucoup de choses là-dessus, mais je ne donnerai aucun nom, aucune identité sur les gens impliqués. Omar utilise son bateau de pêche pour organiser des nazlas, ses premiers trajets de la traversée entre la côte égyptienne et les eaux internationales, où les migrants sont alors transférés dans d'autres bateaux. Omar revient sur le drame de septembre dernier. On ne met pas toujours autant de migrants sur les bateaux. Ça arrive seulement en fin de saison, quand la météo est bonne. On peut mettre de 150 à 200 personnes, mais à la fin du mois, on a encore plusieurs centaines de personnes qui attendent leur tour. On sait qu'à la mi-octobre, la météo n'est plus assez favorable, donc il faut faire traverser les gens aussi vite que possible. Si le bateau coule, il coule. De toute façon, ça n'a pas d'impact sur notre business. Omar est aussi chargé de recruter des candidats au départ et de jouer les intermédiaires avec la tête de réseau. D'abord, il y a les simsars, ce sont les médiateurs. Il y en a partout à Alexandrie et dans d'autres gouvernorats. Ils vont voir les trafiquants en leur disant « Voilà, j'ai 10, 15, 20 personnes pour toi ». Son rôle, c'est de mettre en relation les migrants et les trafiquants, de négocier un prix pour la traversée sur lequel il prend une commission. Ensuite, on rapporte les personnes ici dans un lieu de stockage près de la mer. Ce sont des entrepôts désaffectés ou des maisons abandonnées, là où on stocke les gens. Alors certains vont rester 3 jours, 3 semaines, 3 mois, parfois plus. Ça dépend en fonction du voyage négocié. Ils restent donc dans cet endroit. Ensuite, le simsar vient les chercher le jour J et on les amène au bateau.
Pour la traversée, les prix fluctuent en fonction des migrants. Si c'est un Égyptien, par exemple, qui vient d'ici, c'est plutôt 1300, 1400 euros. Un Égyptien qui vit loin d'ici, c'est entre 1500 et 2000 euros en fonction du deal avec le Simsar. Et pour les étrangers, pour les réfugiés, c'est plus entre 2300 et 3300 euros. C'est tous les jours. Chaque jour, il y a des départs de Damietta, de Port Saïd, de partout, 3-4 par jour. Les seuls jours où ça ne traverse pas, c'est le jeudi et le vendredi. Mais tu peux partir tous les jours, du samedi à mercredi. Il y a entre 12 et 16 voyages par mois. Les voyages entre l'Égypte et l'Italie ont en effet explosé par rapport à l'année dernière. Selon les chiffres de l'Organisation internationale de la migration, 50 000 personnes sont arrivées en Italie depuis le pays des pharaons. Entre janvier et septembre 2016, ils étaient 30 000 l'année précédente. À nos côtés, Omar est à l'aise, il coupe parfois la conversation pour parler au téléphone avec d'autres passeurs, dont certains ont dû prendre la fuite après le naufrage. Et quand le serveur du café où nous discutons nous enjoint de partir en vitesse après avoir appris que la police nous cherchait, Omar reste calme et nous emmène rapidement voir les ateliers de réparation des bateaux ou Zodiac qui prennent régulièrement la mer. Le pêcheur indique toucher environ 7 000 euros par mois, un trésor en Égypte où le revenu moyen est de 150 euros par mois. Mais son activité est illégale et criminelle. La dernière loi récemment votée par le Parlement égyptien l'expose à une peine de 25 ans de prison, la première loi du genre au Moyen-Orient. Aucune ne définissait précédemment avec précision ce type de crime. Une loi particulièrement sévère pour, je cite, ceux qui fournissent un abri, organisent les transports ou facilitent le séjour des clandestins. Mais si Omar est serein et accepte de nous parler, c'est qu'il n'a pas l'impression de faire quelque chose de mal en vendant ses services aux migrants. C'est du business. Les conséquences, tout le monde les connaît très bien. En une minute, un bateau peut se retourner et couler et personne ne peut rien faire. Ce n'est ni la faute du pêcheur, ni du bateau. Ça dépend de la situation en mer, donc oui, je le fais pour le business. Alors est-ce que j'ai le sentiment d'aider ces migrants ? Je sais très bien que s'ils ne sont pas égyptiens, s'ils sont adultes, ils seront expulsés dans leur pays d'origine. Les adolescents, en revanche, mais là je peux faire quelque chose pour eux parce que je peux les aider à trouver la voie vers leur nouvelle vie, un bon statut social. Les adolescents, ils peuvent aller dans des écoles meilleures qu'ici et un jour demander la nationalité du pays dans lequel ils sont. Les migrants, ils sont déjà morts. Ils souffrent, ils sont en train d'étouffer dans ce pays. Ils cherchent une vie meilleure, ils ne peuvent pas se permettre cette meilleure vie ici. Donc c'est pas un problème pour eux de mourir. Alors comment ce business peut-il prospérer aussi facilement ? Pourquoi les autorités égyptiennes sont incapables d'y mettre fin ? Omar répond sans sourciller à notre question. Écoute, sans vouloir offenser personne, c'est très facile de tromper les gardes-côtes, d'une certaine manière. Vous avez déjà vu un voleur qui se fait choper ? Il se fait choper dans la nuit noire, c'est comme ça que ça se passe. Alors si on tombe nez à nez avec les gardes-côtes ou la police, eh bien on les bakchiche. Il y a les traversées qui se passent sans encombre, mais il y a aussi toutes celles qui tournent mal. Et c'est alors un drame pour les familles qui perdent un proche, un adolescent. La question a pris une tournure centrale en Égypte, car les migrants ne sont plus seulement soudanais, somaliens, érythréens, ils sont aussi, et de plus en plus, égyptiens. Lors du dernier naufrage, 22 jeunes hommes, la plupart mineurs, étaient tous originaires du même village, Géziret El Radra. Le village se trouve en face de Rosette, de l'autre côté du Nil. Il faut un petit bateau à moteur pour y accéder.
Ici, c'est un autre monde, pas de route goudronnée, les tuk-tuk tentent tant bien que mal de se frayer un chemin dans les étroites ruelles caillouteuses. Les habitants nous prennent par le bras pour nous montrer les égouts à ciel ouvert remplis de détritus, une façon de nous expliquer pourquoi les gens veulent partir. Ici, ce n'est pas la guerre qui pousse au départ, mais la surpopulation, l'absence de perspective et la pauvreté. Dans le village, le drame du naufrage est encore dans toutes les têtes et certains cherchent encore leurs proches. Le chef de la communauté des habitants, Walid, prend des nouvelles. Là, la seule chose à faire, c'est de faire un appel d'urgence à l'Europe, à tous les pays d'Europe pour les retrouver. Et s'ils les retrouvent, qu'ils envoient alors à nos autorités quelque chose pour nous informer qu'ils sont toujours en vie. L'autre possibilité, c'est qu'ils sont morts, ils sont au paradis, mais on n'a aucun moyen de prouver qu'ils sont morts ou en vie tant qu'on ne trouve pas une preuve. Cet homme, père et oncle, ne sait pas où sont ses enfants, il ne sait pas s'ils étaient sur ce bateau ou sur un autre. 2 jours avant, on ne sait pas s'ils étaient sur ce bateau. Ils sont partis en mer le lundi? Oui, ils sont partis 2 jours avant. Donc le lundi? Oui, le lundi. Il y avait d'autres gens avec eux? Il y avait un 3e garçon du village avec eux. Et lui, on l'a retrouvé mort. Nous arrivons chez Abou Sherif, un vieil homme à la voix abîmée et aux traits las. Il nous reçoit avec un jus de mangue frais. Il a perdu son fils de 19 ans qui a tenté de traverser la mer sans le prévenir. Vous savez, je lui avais acheté un tuk-tuk tout neuf. Il avait déjà un modèle de 2014. Je jure que je l'ai fait et j'ai acheté un nouveau tuk-tuk pour lui. Il devait avoir son bac cette année et il m'avait promis de travailler pour. Mais cet ami était autour de lui depuis 4 mois, en train de le séduire, de lui faire miroiter l'Europe, essayant de le faire traverser la mer. Et maintenant, je comprends, c'était un passeur, c'était un intermédiaire. Son plus grand-fils, Sherif, tente d'avancer quelques explications. Chaque jeune de cet âge est tenté par le voyage en Europe pour se construire, parce qu'ici, il n'y a rien, il n'y a pas de travail. Il m'avait dit vouloir passer en Europe, je lui ai dit « Pourquoi? De quoi as-tu besoin ?» Il m'a dit « Je ne vais pas toujours vivre à tes crochets et à ceux de mon père. » Aujourd'hui, la colère est dirigée contre les passeurs, mais aussi contre le gouvernement égyptien qui n'a pas déployé de mission de sauvetage le jour du naufrage et qui est accusé de fermer les yeux sur le vaste réseau de trafiquants. Moi, en tant que citoyen, je me demande comment ces 600 personnes ont passé la frontière. Où sont les gardes-côtes? Où est l'armée? Est-ce que ces gens réussissent à passer par hasard? Ou est-ce l'armée qui est payée ou dort-elle? En ce début de mois de décembre, la saison des traversées clandestines est terminée. Certains migrants patienteront cachés dans des maisons ou entrepôts de fortune sur la côte nord de l'Égypte jusqu'au mois de mars. Contre quelques milliers d'euros, ils prendront la mer au risque de leur vie. Reportage en Égypte signé François Youm Ferkatadji et Géna Lebras avec l'aide de Christophe Bernard et Nicolas Polotchek.